Au sommaire, le chef de l'État prend part au Brésil au sommet sur le bassin de l'Amazonie. La RDC, qui se propose comme pays solution, verra son président s'entretenir avec son homologue brésilien ce mercredi. 9e jeu de la francophonie, un plateau spécial avec le ministre de la Communication et des Médias ce mercredi sur Télé 50. Tout sur l'organisation, la communication avant, pendant et après les Jeux. C'est avec Jean-Marie Kassamba. Incendie de la camion-citerne vers Bypass. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, une fois descendu sur place pour le constat, ordonne la destruction des maisons environnantes construites de manière anarchique. Pour Peter Kazadi, la loi devrait s'appliquer. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce journal sur Télé 50. On ouvre avec le climat. Clôture ce mercredi du sommet sur le bassin de l'Amazonie au Brésil. Le président congolais va s'entretenir avec son homologue brésilien. Hier, Félix-Antoine Tshisekedi a échangé avec le ministre indonésien des investissements et affaires maritimes. Luhut Binsar a confirmé la tenue à Kinshasa très prochainement du premier sommet trilatéral sur les 3 grandes forêts tropicales du monde. La RDC qui se propose comme pays solution au problème du réchauffement climatique dans le monde. 9e jeu de la francophonie, l'heure est au bilan. Ce soir, sur Télé 50 en exclusivité, Jean-Marie Kassamba reçoit le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya. Bilan, record, les acquis, tout sera abordé sans embâge. C'est à suivre en direct à 20h, heure de Kinshasa. Je le disais en titre, un incendie de bypass dans la commune de Lemba. Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité s'est rendu sur les lieux du drame pour constater les dégâts causés par l'explosion du camion citerne en provenance du Congo central, faisant 5 morts. Sur place, Peter Kazadi a annoncé des mesures drastiques, parmi lesquelles la démolition des maisons construites sur la chaussée. Aussitôt informé de l'incendie d'un camion-citerne sur la route Bypass, précisément au rond-point Gaba à Kinshasa, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur s'est rendu sur le lieu pour se rendre compte des dégâts causés par le drame. Sur place, Peter Kazadi Kankonde a été choqué par la mort d'au moins 5 personnes. Ce que nous venons de connaître aujourd'hui, ça fait partie de ces désordres que nous observons. L'inobservance des règles de la route, mais là, je viens encore d'être surpris désagréablement. Toutes les maisons qui ont pris feu sont sur l'emprise publique, de sorte que si c'était éloigné de la voie publique, nous n'allions pas connaître cette catastrophe qui a engendré la mort de 5 de nos compatriotes. Mais ici aussi, là où nous sommes, je viens de constater que quelqu'un a construit sur la voie publique. Cette maison est sur la voie, sur la route. Vous voyez, nous sommes sur la route. C'est brutalement stoppé par cette construction. J'ai demandé au vice-gouverneur de se déployer pour que l'ordre, la voie publique soit restaurée. D'après quelques témoignages recueillis sur place, ce véhicule, qui provenait de la province du Congo central, a percuté un poteau électrique en provoquant cet incendie. Cependant, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité estime que l'ampleur du drame s'explique aussi par le fait qu'il y a beaucoup de désordres dans ce tronçon. Suite à cette situation, il a annoncé des sanctions contre les agents de la police commis à la circulation routière de ce secteur. Outre les pertes en vies humaines, plusieurs maisons et bien des personnes plus proches du macadam ont été également détruites par l'explosion de ce véhicule. Le monde célèbre ce mercredi 9 août la journée internationale de peuples autochtones instaurée par l'Organisation des Nations Unies en 1994. C'est en raison notamment des violations des droits de ces peuples du monde entier, problème devenu persistant dans une société en constante évolution. Héritier Ntambo nous en dit plus. Cette journée a été créée en 1994 par l'Organisation des Nations Unies. Pour 2023, la journée internationale des populations autochtones est célébrée sous le thème « Les jeunes autochtones, agents du changement pour l'autodétermination ». C'est une façon pour l'ONU de réaffirmer le rôle que les jeunes autochtones doivent occuper dans la prise des décisions tout en reconnaissant leurs efforts dévoués dans l'action climatique, la recherche de la justice pour leur peuple et la création d'un lien intergénérationnel qui maintient leur culture.
leurs traditions et leurs contributions vivantes. Depuis des décennies, ces peuples demandent la reconnaissance de leur identité, de leur mode de vie, de leurs terres, territoires et ressources naturelles, mais malgré leurs efforts, ils continuent d'être victimes de discrimination et d'injustice. Nous souffrons beaucoup ici. Et si tu ne cueilles pas du Nietum, tu ne peux pas avoir l'argent. Et c'est parce qu'avec un peu d'expérience, nous autres savons cultiver les champs. Sinon, nous souffrons. Même les conditions dans lesquelles nous dormons sont déplorables. Difficile même d'avoir un morceau de matelas. Il n'y a pas de table ici. Une maison vide, même pas de matelas. Un matelas peut nous faire plusieurs années, voire 3 ou 4 ans, jusqu'à ce qu'il s'abîme. Où allons-nous avoir l'argent ? En 2022, la RDC avait promulgué la loi numéro 22/030 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées. Cette loi est une façon pour le pays de mettre fin à la marginalisation et aux discriminations dont les peuples autochtones étaient victimes. Parmi les innovations de cette loi figurent l'accès gratuit à l'enseignement primaire, secondaire et technique, l'accès gratuit à la justice et la valorisation de la pharmacopée autochtone. Journée internationale de peuples autochtones. Les originaires sont célébrés comme agents du changement pour leur autodétermination. En République démocratique du Congo, la loi numéro 22/030 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits des autochtones pygmées a été promulguée pour mettre fin à la marginalisation et aux discriminations dont ces peuples étaient victimes. On en parle sur ce plateau avec M. Pia Bikopo, qui est président de l'ONG CIDB, qui est le Centre international de défense des Batois. Bienvenue à vous. Monsieur Mpia, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, en quoi est-ce que les autochtones sont-ils agents du changement? Bon, les autochtones pygmées en RDC sont les premiers habitants. Mais malheureusement, l'histoire qui a dit que les Batois sont les pygmées, c'est une fausse histoire. Parce qu'en anglais, le mot pygmée signifie chimpanzé. Et en français, avec Hérodote, pygmée, c'est singe. Hein? Le mot pygmée avec Hérodote, ce sont des personnes de courte taille. Et quand le Centre international a corrigé l'histoire, on a constaté que les chercheurs de la colonisation n'ont pas étudié la biologie pour comprendre le contexte anthropologique et le contexte sociologique. Alors, est-ce que les pygmées sont les singes? Alors, le langage actuel, on devrait appeler pygmées ou batois? Les batois, parce que les pygmées, c'est une ethnie que les colonisateurs avaient créée. Nous avons 145 tribus à travers le pays. Nous sommes dans 22 provinces sur les 26. Donc nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des animaux, comme les Blancs ont dit. Alors, voilà pourquoi, quand les Blancs ont dit que nous sommes des animaux, voilà pourquoi les politiciens n'aiment même pas donner du travail aux pygmées. Aujourd'hui, alors, puisque l'Afrique et même le monde reconnaissent l'autodétermination dans le changement, comment faites-vous pour que ce changement puisse se matérialiser dans le vécu quotidien des Batois? Pour que le changement puisse se matérialiser, ici, je commence d'abord par féliciter le chef d'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a créé la loi que vous venez de parler là. Donc cette loi portant promotion et protection des peuples autochtones pygmées, aucun ministre ne connaît pas cette loi. Vous aviez vu quand le VPM de l'Intérieur avait lancé, a présenté un Mourega, président de pygmées, et n'a même pas donné un pygmée la parole. Donc c'est pour dire que nous avons la discrimination politique. Quand vous regardez même dans ce qu'on appelle, puisqu'ils ont créé
l'union sacrée. Dans l'union sacrée, il n'y a pas un pygmée. Donc, c'est la théorie politique, mais sur le plan pratique. Alors que les pygmées, les Batois, les Mbouti, les Batembo, hein, ils ont des savants, parce qu'ils ont créé des sciences et des théories et des lexiques. Est-ce que certains Bantous ont créé même une science dans ces pays? Pourquoi on ne veut pas nous donner du travail? Alors, l'initiateur de la science de la pygmologie, c'est moi. Le créateur même de la politique d'intégration, c'est moi. La personne qui a amené la célébration de la journée internationale des peuples autochtones pygmées en Afrique, c'est moi et Kabila. Le 9 août 2002, Kabila m'avait donné la salle du congrès du Palais du Peuple. Nous avions invité les pygmées de toute l'Afrique au Palais du Peuple. Donc, moi je pense que Télé 50, c'est la première structure qui a fait la promotion des valeurs culturelles des pygmées quand on était de l'autre côté là-bas. J'ai travaillé avec Télé 50. 4 ans. Et les gens ont compris que, mais on disait les pygmées sont les animaux, mais ce sont des hommes intellectuels. Un message aujourd'hui à la population, mais aussi aux politiques, justement, pour parler de cette intégration des peuples batois. Oui, l'intégration, c'est par rapport à la représentativité. Quand vous lisez la Constitution à son article 12 dit « Tous les peuples congolais sont égaux ». L'article 36 dit « Le travail est un droit pour tous les Congolais ». Mais actuellement, sauf le pygmée, la personne à l'époque de Kabila, qui avait créé la direction des peuples autochtones avec 26 divisions à travers le pays, c'est moi. Mais moi, on ne me paye pas. J'ai sillonné tous les pays pour... Le professeur Bongongo Michel m'avait donné 11 000 numéros matricules pour, à travers le pays, pour donner des gens du travail. Vous voyez, à l'époque de Kabila, les pygmées ont eu du travail. Mais actuellement, même moi, je n'ai pas de travail. On ne me paye même pas. Donc, nous voulons dire que la voie d'ouverture pour l'intégration et la représentativité, c'est la mise en œuvre de la loi numéro 20 portant promotion et protection des droits des peuples autochtones. L'article 62 de cette loi dit cette loi doit être mise en pratique 3 mois après la promulgation, la sensibilisation à partir du journal officiel. Mais aujourd'hui, ça fait une année. Merci, Monsieur Bikopo. Je pense que votre message a été entendu. Je rappelle que vous êtes le président de l'ONG Centre international de défense des Batois. Oui. D'après les statistiques de la plateforme alternative pour un Congo nouveau, ACEN, la RDC est dans le top 15 des pays les plus corrompus d'Afrique, l'un des 5 pays les plus pauvres de la planète avec 84% de la population au chômage, créant ainsi une fissure entre la classe dirigeante et la population. La société civile se propose une carte pour sauver le pays, décidant ainsi de prendre part active dans la gestion directe du pays en se présentant à tous les niveaux plutôt des scrutins prochains. Selon Patient Bachombe, les coordonnateurs de la plateforme alternative pour un Congo nouveau, ACN est une structure fédérant les forces citoyennes et politiques ayant pour point commun une vision et des valeurs partagées sur la nécessité de mettre fin au système de prédation renouvelé à chaque cycle électoral par la quasi-totalité des acteurs politiques et dont les conséquences ont conduit notre pays à battre ses records en pauvreté, désagrégeance en tissu économique. Notre plateforme a souscrit à la démarche citoyenne initiée par les réseaux Pona Congo dans le cadre du projet de consultation populaire Congo Toningi, qui veut dire le Congo que nous voulons. Et cet engagement se traduira concrètement par la ratification du contrat social, matérialisation des résolutions prises par les forces vives de la nation à l'issue des consultations initiées dans tous les coins et recoins du pays par les réseaux Pona Congo.
L'alternative citoyenne a ainsi saisi les contrats sociaux proposés et issus des consultations populaires afin de présenter des candidats alternatifs aux prochaines élections, dont 326 candidatures à la députation nationale réparties dans 22 provinces et 97 circonscriptions. Et pour désignation du candidat de la République, une primaire sera organisée au sein de la plateforme dont le calendrier est déjà élaboré. Les marchés pirates sont devenus une source d'insalubrité et de danger, de mort permanent dans la ville-province de Kinshasa, à Mongafula, dans le quartier Matadi-Kibala. Le marché pirate reprend cette fois-ci avec un nombre très élevé des vendeurs sur la route, faute d'infrastructures appropriées pour ces activités, malgré la mise en place de l'opération coup de poing lancée sur toute l'étendue de la capitale et l'interdiction formelle de vendre le long de la route nationale numéro 1. Le marché pirate de Matadi-Kibala reprend avec force. Après que le gouvernement ait enterré les disparus de l'accident qui s'est produit au marché de Matadi-Kibala au cours de l'année 2022, des mesures restrictives ont été prises en vue de limiter la prolifération des petits marchés qui se créent le long de cette route. Quelques mois après l'application de ces mesures, voilà que toutes les activités interdites sous ces tronçons reprennent avec force. Le gouvernement de la République démocratique du Congo avait donné l'ordre de démolir le marché existant pour le réaménager afin que tous ces vendeurs ambulants et ceux qui vendent à même les sols trouvent chacun une place à l'intérieur. Ce projet n'ayant pas abouti, cette route est envahie par de nombreux vendeurs et cela augmente les degrés d'insalubrité. J'avais une place à l'intérieur du marché de Matadi-Kibala, mais depuis qu'on a démoli le marché, nous nous sommes installés sur la route. Nous ne pouvons pas rester sans rien faire, alors vendre sur la route est notre seule option pour nourrir nos familles. Que les autorités compétentes interviennent en notre faveur, surtout pour cette rentrée scolaire qui s'annonce difficile. Ces vendeurs exposés à des tracasseries, des policiers qui, en lieu et place de faire respecter l'opération coup de poing, collectent des taxes au nom de l'État. Le silence absolu du bourgmestre de la commune de Mongafula à ce sujet laisse perplexe la population de ce coin. C'est vraiment un marché pirate vu l'emplacement du macadam et du marché. Nous sommes sur la route parce que nous n'avons pas de marché. Nous occupions jadis de propriétés privées pour nos activités, mais les propriétaires de ces parcelles les ont vendues. Et nous nous retrouvons ici, exposés aux dangers et tracasseries. Que le gouvernement réagisse favorablement à nos demandes, au risque d'augmenter le nombre de vendeurs sur la route. Le gouvernement provincial devrait non seulement veiller à l'application de l'opération coup de poing, et surtout veiller à la construction de nouveaux marchés et au réaménagement des anciens afin de réduire cette prolifération. Et en Afrique, coup d'État au Niger, tentative de négociation sans succès à Niamey. Hier mardi, la CEDEAO a délocalisé le sommet extraordinaire pour Abuja au Nigeria le jeudi 10 août 2023. Il sera présidé par Bola Tinubu, président du Nigeria et de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. On en parle avec l'éditorialiste Jean-Marie Kassamba. Bienvenue. Merci madame. Alors comment comprendre ce coup d'État, ce énième coup d'État en Afrique, plus précisément au Niger, et qui coïncide avec cette récurrence des coups d'État dans le Sahel? Bon, ce qui se passe en ce moment en Afrique, notamment dans cette partie du Sahel, c'est le basculement d'époque. C'est-à-dire, il y a eu la France-Afrique, c'est-à-dire le contrôle de l'Afrique qui était colonisée par la France via la monnaie, via la politique, via l'économie. Et tout ceci a duré depuis 1960. Sauf quelques pays comme la Guinée-Conakry, comme le pays comme le Mali, qui de temps en temps était un peu mauvais élève comme ça. Mais aujourd'hui, c'est la prise de conscience de tous ces pays que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Il y a eu, selon beaucoup d'analystes, des accointances entre les groupes djihadistes, entre les groupes qui sèment la terreur, notamment dans le Sahel, avec certains milieux français. Et ça n'a pas été condamné directement ou d'une manière beaucoup plus claire par la France, et la population pense qu'on n'arrive pas à mettre fin
à ces terrorismes qui déciment énormément des gens, que ce soit au Burkina Faso, au Mali, au Niger, dans ces carrés qu'on appelle la zone des 3 frontières, et les populations commencent à se prendre en charge. Il y a eu une vidéo qui fait quasiment le buzz depuis 2 jours maintenant, l'explication de ce qui se passe au Niger. C'est la proximité entre le président Bazoum et la France, parce que la France et l'Union européenne, et généralement les États-Unis, l'OTAN, avaient déplacé tout ce qui était au Mali au niveau du Niger. Mais on a libéré certains terroristes au détriment de l'armée nigérienne, et le patron de la garde républicaine, CNRV, et c'est lui qui a arrêté le président pour en quelque sorte protester contre les victimes nigériennes qui se comptaient par des dizaines de milliers. Alors comment expliquer justement cette position du Nigeria aujourd'hui qui se dit ne pas être disposé à négocier avec l'ONU, avec l'Union africaine, et cela malgré l'ultimatum même imposé par la CEDEAO aujourd'hui, qui a expiré d'ailleurs les dimanches derniers. C'est la posture de pays qui commencent à comprendre comment ça marche. En réalité, la CEDEAO n'a aucun pouvoir de coercition. La CEDEAO est manipulée, comme l'Union européenne d'ailleurs, par l'Union européenne, par les Américains, qui se cachent souvent derrière ces chefs d'État, Ouattara, un peu le président du Nigeria, un peu le président sénégalais. Et la CEDEAO n'a jamais eu de moyens efficaces pour empêcher quoi que ce soit les 3e mandats. Rappelez-vous ce qui s'était passé en Guinée-Conakry, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec Ouattara, ou ce qui s'est passé dernièrement encore en Gambie, par exemple. Et donc, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il n'y aura pas d'intervention militaire, parce que le peuple a déjà compris de quoi il s'agit. Il y a déjà l'hostilité de l'Algérie, l'hostilité des parlementaires nigériens, du Nigeria, l'hostilité à la fois du Burkina, du Mali. Je ne vois pas le Sénégal ou la Côte d'Ivoire l'intervenir à des milliers de kilomètres de là, d'autant plus que la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont aussi des problèmes internes graves. Et donc, ni Ouattara, ni Macky Sall ne pourront pas avoir les moyens d'aller intervenir. Donc, on va aller des situations vécues et des faits comme le Burkina, comme le Mali, aujourd'hui le Niger, et ça risque même de s'intensifier jusqu'au Sénégal et en Côte d'Ivoire si on va dire l'OTAN ne s'y prend le plus sérieusement possible, mais le plus grand perdant dans tout ceci, c'est la France. Mais justement, en parlant de la France, la CEDEAO qui a promis des sanctions militaires au cours de ce sommet qui se tiendra finalement à Abuja, on se dit, est-ce que ces sanctions auront un impact, ou bien on se pose encore la question, qui se cache réellement derrière ces nations africaines? On sous-entend entre guillemets. Non, c'est tout simplement le chantage qui est un peu fait, hein. C'est pas la première fois. Il y a eu des sanctions contre le Mali, ça n'a rien donné du tout. Les sanctions contre le Burkina Faso, ça continue d'ailleurs, parce que Air France veut même d'arrêter des vols, et on a coupé l'aide. Mais en réalité, ces sanctions, ça pénalise d'abord les populations à court terme, mais avec les richesses dont disposent ces pays, ils vont pouvoir se tourner assez rapidement. C'est une façon de les pousser même d'ailleurs vers la Russie, vers la Chine, vers l'Inde. Avec les moyens de communication aujourd'hui, les télécommunications, je pense que ça sera contourné assez rapidement. On a vu en Iran, ça n'a pas fonctionné, les sanctions. En Russie aujourd'hui, ça ne fonctionne pas du tout. L'Afghanistan, n'en parlons même pas. Et donc, ce sont souvent des pratiques, on va dire, des dominations, des colonialismes un peu, je dirais, néocolonialisme, comme on dit, qui n'ont pas vraiment beaucoup d'effet, parce que le monde est devenu interplanétaire, interdépendant, et qu'il y a d'autres sources d'approvisionnement que les sources traditionnelles. Et donc, ça va plus crisper la population, qui va penser qu'elle est effectivement victime, alors que c'est elle, et elle seule, qui doit bénéficier de l'assistance internationale. Jean-Marie Kassamor, merci. Merci à vous. Et dans le monde, on parle des inondations sans précédent qui sont signalées à Pékin en Chine, faisant plusieurs morts et des disparus à la base des fortes pluies records ces dernières semaines. Les autorités chinoises ont annoncé ce mercredi un bilan d'au moins 33 morts et 18 personnes portées disparues, principalement en raison des inondations et de l'effondrement des bâtiments dans ce pays. Des millions de personnes sont frappées par des phénomènes météorologiques extrêmes et des vagues de chaleur prolongées. Eh bien, il est temps de prendre rappel des principaux titres.
Le chef de l'État prend part au Brésil au sommet sur le bassin de l'Amazonie. La RDC, qui se propose comme pays solution, verra son président s'entretenir avec son homologue brésilien ce mercredi. 9e jeu de la francophonie, un plateau spécial avec le ministre de la Communication et des Médias ce mercredi sur Télé 50. Tout sur l'organisation, la communication avant, pendant et après les Jeux. C'est avec Jean-Marie Kassamba. Incendie de la camion-citerne vers Bypass. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, une fois descendu sur place pour le constat, ordonne la destruction des maisons environnantes construites de manière anarchique. Pour Peter Kazadi, la loi devrait s'appliquer. Restez avec nous pour la suite du journal. Et la suite, c'est la revue de presse de Christian Kalonji, à qui je dis bienvenue. Merci Arlette, merci à tous ceux qui nous regardent depuis Caire, en Égypte, grâce à Télé 50. Et à la une de votre revue de presse, en Ituri, on parle de 8000 déplacés qui rentrent chez eux après des années. C'est quand même une bonne nouvelle, hein, il faut le dire, depuis un moment. Arlette Boutella, on assiste à un retour volontaire des déplacés de guerre dans la province de l'Ituri. Cette initiative est donc rendue possible grâce au retour progressif de la paix dans cette partie est du pays et aux efforts des forces armées de la République démocratique du Congo. Pointe interview.cd, ils sont donc au nombre de 8000, hein, c'est quand même un chiffre très élevé, ces déplacés qui sont rentrés chez eux après des années d'exil. L'administrateur militaire du territoire d'Irumu qui rapporte l'information explique que ce retour est volontaire et que la population suit de près la situation sur le terrain. Il précise qu'il s'agit donc des déplacés de Walese Vonkutu sur l'axe Komanda-Luna et ceux de Banyali Chabi à Komanda, Arlette. D'après le porte-parole des FARDC en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, cité par l'agence congolaise de presse, ce retour volontaire est donc une étape cruciale de la consolidation de la situation sécuritaire pour passer donc à la normalisation. Arlette, cette opération du retour volontaire des personnes vulnérables est appuyée sur le plan financier et logistique par le gouvernement provincial, précise l'agence congolaise de presse. Il faut le rappeler, ces déplacés avaient fui leur village depuis 2019 et d'autres depuis 2021. Et on parle de processus électoral en République démocratique du Congo. Eh bien, la CENI rejette carrément la proposition de la SENCO et de l'ECC sur le nouvel audit du fichier électoral. C'est un sujet qui divise, il faut le dire. Eh bien, la Commission électorale nationale indépendante s'est nettement opposée à l'audit citoyen du fichier électoral voulu par la Conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ au Congo. ECC nous informe nos confrères de Politico.cd, comme vous pouvez le voir avec moi, c'est ce qu'a laissé entendre donc Didi Manara, le deuxième vice-président de la centrale électorale. Je cite donc ses propos. La SEMCO et l'ECC nous demandent de co-gérer le processus électoral. C'est une aberration, dit-il. Nous ne pouvons absolument pas prêter l'oreille à leur demande d'audit citoyen. Didi Manara estime que les idées derrière cette requête des religieux sont animées par une mauvaise intention. Boutella, il faut dire que le débat autour du fichier électoral de la CENI est houleux, puisque cette question continue donc de diviser la CENI et l'opposition. Eh bien, une bonne partie de l'opposition, il faut le dire. Radio Kapi nous rappelle ici que la mission d'observation électorale de la SENCO et l'ECC a exprimé son souhait donc de mener un audit citoyen du fichier électoral en vue, je cite, de rassurer toutes les parties prenantes afin d'avoir des élections honnêtes, pacifiques, dans le délai constitutionnel. Fin de citation. Arlette, le communiqué de la SEMCO et l'ECC avait donc insisté, vous le savez, sur la nécessité de restaurer la confiance de tous les acteurs dans le processus électoral et favoriser donc l'acceptation des résultats.
Et on va en France où justement la hausse du prix du carburant frappe de plein fouet la population. C'est quand même étonnant puisque c'est une situation qu'on vit souvent dans le continent africain. Et bien là, il s'agit d'un pays européen, la France. Depuis le début du mois de juillet, le prix du carburant à la pompe monte en flèche avec une hausse de 14 centimes au litre pour le gazole et 11 centimes de plus pour le 100 plomb 95, des augmentations importantes pour les Français qui subissent les conséquences des multiples facteurs mondiaux, dont la guerre en Ukraine, nous fait savoir Radio franceinternationale.fr. Après l'augmentation de 10% du tarif réglementé de l'électricité depuis le 1er août, les Français font donc face à des prix à la pompe qui n'avaient pas eu lieu depuis avril dernier. Grand merci à vous pour cette sélection. Je vous en prie, Arlette Boutella. Et les téléspectateurs, vous l'avez compris, ce journal est complètement terminé. À tous, merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.